Sophia Chikirou, pouvoir vivre en Ile-de-France, pour vous, c'est quoi? Eh bien justement, pouvoir vivre et bien vivre, exactement. Liste, hein. Donc c'est un souci de qualité de la vie justement des Franciliens qui est posé. Pouvoir vivre en Ile-de-France et bien vivre en Ile-de-France, c'est exactement le sens de notre candidature. Nous voulons préparer la région Ile-de-France à être la première région d'Europe à entrer dans le monde d'après. Le monde d'après, c'est un monde basé sur des bases saines. Ces bases saines et durables, c'est pour nous le développement écologique de l'économie et le progrès social et humain. Voilà pourquoi ce que nous proposons, ce n'est pas un plan de relance de l'économie tel qu'on l'a connu auparavant. Ce que nous voulons, nous, c'est un plan régional de bifurcation écologique et sociale de l'économie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous voulons aussi répondre à l'urgence, parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Une urgence sanitaire qui persiste, une urgence sociale et environnementale qui s'aggrave, et une urgence économique qui s'abat sur les entreprises et sur l'emploi en Ile-de-France. Nous proposons dès le mois de juillet, de mettre en place un choc de solidarité, des mesures sociales et de soutien aux entreprises. Avec Clémentine Autain, nous formerons une majorité au Conseil régional qui va prendre des décisions qui vont permettre de redonner de la confiance et de créer de la stabilité. C'est ce que nous voulons porter dans les prochains mois. Nous voulons par exemple soutenir la consommation populaire qui fait plus de la moitié du PIB. Donc nous voulons empêcher qu'elle s'effondre en dégageant du pouvoir d'achat pour les familles qui vont subir la hausse des prix de l'alimentaire. Dans la construction, on sait qu'il y a une hausse des prix des matériaux et des pénuries. Il faut que la région intervienne face au mur qui s'avance devant nous. Sophia Chikirou, c'est à vous de parler. Moi, je vais essayer de répondre à la question et de rester sur le réel. C'est-à-dire, on va parler du travail et des conditions de travail en Ile-de-France. Le travail et le rapport au travail a changé. Donc les gens aujourd'hui, ils ne veulent plus souffrir au travail. Et on se rend compte que la souffrance au travail, c'est pas seulement dans l'entreprise qu'on la rencontre. Il y a des entreprises où on ne souffre pas, mais les conditions de travail, d'accès au travail, de transport et de vie peuvent rendre le travail difficile. Et donc ça devient une activité douloureuse. Donc il faut intervenir, et ça c'est le rôle de la puissance publique, et régionale, c'est d'intervenir sur tout ce qui doit améliorer la qualité de l'environnement pour les citoyens. Il y a le transport, mais c'est peut-être pas utile de s'attarder là-dessus, mais la logique d'aménagement du territoire qui consiste à installer d'un côté des cités dortoirs, de l'autre côté des pôles d'activité, je suis désolée, mais il faut rompre totalement avec ça, c'est terminé. Donc la construction des logements, nous on va en faire 37 000 par an, il va falloir les faire et les disperser et les penser en lien aussi avec des activités économiques et rapprocher les gens de leur lieu de travail. Ensuite, il y a la question donc du logement, mais il y a aussi une question qu'il faut aborder ici, qui est très importante, c'est la question de la santé. La santé, aujourd'hui, le mal-être au travail, donc j'en parlais tout à l'heure, il faut qu'on intervienne là-dessus, mais il faut investir dans ces questions-là. Que les gens n'aient pas accès facilement à des centres médicaux, c'est un problème en Ile-de-France. Il y a des régions qui sont des déserts, enfin des départements qui sont des déserts médicaux. Donc on va créer 300 centres médicaux pour que chacun puisse se soigner à temps, avant que ça dégénère. Donc vous voyez, c'est transport, c'est logement, c'est santé, mais c'est aussi, je crois, changer de mentalité. Cette région qui est tournée vers la compétitivité internationale et l'attractivité, c'est un coût qui est une souffrance pour les gens, Monsieur Saint-Martin. Une souffrance pour les gens. Vous êtes content d'avoir soulagé des entreprises d'impôts et de taxes, mais les gens en bavent. C'est la précarité, c'est des salaires qui ne montent pas et qui ne sont pas suffisants pour vivre. Là où on est très différent, c'est qu'on ne prend pas la solution dans le même ordre. Vous considérez, et vous avez raison, que les enjeux d'aménagement du territoire, de mobilité, de logement sont absolument intrinsèques au fait de bien vivre de son travail et de ne pas souffrir au travail. Et vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'un Francilien sur 4 refuse un emploi à cause notamment d'une problématique de mobilité. Donc vous avez raison. Sauf que moi je dis, pardon d'être peut-être un peu plus basique d'esprit, mais s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de création d'emploi, tout le débat que nous avons est caduc. Donc j'assume que la priorité absolue, c'est de mettre les entreprises dans des conditions de création d'emploi. Et donc de laisser des gens dans la précarité, c'est-à-dire avoir des travailleurs pauvres, des travailleurs précaires, ça ne vous dérange pas. N'opposez pas la création d'emploi avec les conditions de qualité de vie au travail. C'est vous qui opposez les deux, c'est pas moi. Moi je dis que dans l'ordre, je maintiens que dans l'ordre, il y a un ordre nécessaire, c'est d'abord de créer les conditions de la création d'emplois. Et pour ça, il faut des entreprises, que vous le vouliez ou non, en économie de marché, qui soient compétitives. Je sais que ce mot ne vous plaît pas, mais il est nécessaire pour pouvoir créer de l'emploi. Ça veut dire des entreprises
qui peuvent embaucher. Et pour qu'elles puissent embaucher, il faut qu'elles puissent investir. Et pour qu'elles puissent investir, il faut qu'il y ait un carnet de commandes, il faut qu'il y ait de l'activité. Il faut qu'il y ait une capacité à se développer et à investir. Mais pardon de revenir à des choses aussi basiques et que vous connaissez pas. On va laisser répondre. Je veux juste te dire qu'il faut, à mon avis, prendre les choses dans l'ordre. Prendre les choses dans l'ordre. Madame Chikirou, pardon. Je tiens quand même à vous rappeler une chose, c'est que nous présentons pour être des élus, donc pour représenter des citoyens et pour prendre des décisions sur des politiques publiques, d'accord ? Donc nous ne pouvons pas dire notre priorité à nous, ce sont les entreprises, enfin vous n'êtes pas au MEDEF ni à la CPME, notre priorité à nous, c'est forcément les gens, c'est forcément de travailler, et ce sont les compétences régionales, c'est forcément de travailler sur ces leviers-là. Vous dites les leviers dont dispose la région, c'est en effet l'investissement et la commande publique. Mais moi je vous dis, ça ne suffira pas à remettre une économie, à bifurquer l'économie. On peut bien sûr jouer notre rôle d'élus, faire des investissements publics qui sont très importants, faire de la commande publique et orienter ainsi, via des normes sociales et environnementales, la production telle que nous la souhaitons, mais nous devons aussi soutenir les gens à mieux vivre. Et quand on ne peut pas jouer sur l'augmentation des salaires, ce n'est pas de notre compétence, mais on peut, par des mesures sociales, par des mesures directes, permettre aux gens de vivre mieux et d'avoir plus de pouvoir d'achat. Parce que sans la consommation, vous ne relancez aucune économie. N'empêche qu'il faut d'abord de l'emploi. C'est ce que je dis. Ensuite, aider les entreprises. Aujourd'hui, nous, on est pour pérenniser le fonds de résilience et même pour élargir son champ d'intervention. Malheureusement, l'État nous a obligés de le fermer. Oui, mais on peut remettre en place un fonds de soutien et d'aide. Au total, 150 millions d'euros. Avec l'intégralité des territoires, M. Saint-Martin nous accuse toujours d'être peut-être en concurrence avec l'État, contre l'État. Ce fonds résilience a été créé avec l'intégralité des territoire d'Île-de-France. La mairie de Paris y a contribué. On était en pleine campagne municipale. Tout le monde y a contribué. Et ça a permis d'aider 7000 TPE, PME. Oui, mais madame, quand vous dites que vous allez des restaurateurs, des petits commerces. Quand vous dites que vous allez demain, nous annulerons la dette quand vous dites que vous allez effacer la dette Covid de ces entreprises, j'aimerais savoir quelle part de la dette vous effacez. La part dépendante de la région. Qu'est-ce qu'il reste? J'espère que les collectivités, comme la mairie de Paris, nous suivront effectivement. Donc, il ne faut pas écouter Julien Bayou, Madame Chikirou. Bon, l'écologie, si on regarde bien cette thématique... L'écologie, la transition écologique. La transition écologique et la question, bien sûr, du développement économique est mêlée à l'écologie. Si on regarde bien, c'est de formidables opportunités et débouchés. Et c'est incroyable qu'on ne prenne pas et qu'on ne fasse pas cette révolution. Il faut absolument la faire, et je parle de révolution, et nous on parle de bifurcation. D'abord parce qu'on estime qu'il faut accélérer. Il ne faut pas ralentir, il ne faut pas prendre le temps, il ne faut pas attendre, il faut accélérer le mouvement. Et là, vraiment, les entreprises, elles ont un rôle extraordinaire à jouer. Et on peut, en tant que puissance publique, leur apporter, avec un plan de développement, de transition, une vision à long terme et une stabilité. On peut regagner la confiance comme ça des entreprises. On peut remplir le carnet de commandes des entreprises. La région va intervenir avec nous sur au moins 2 plans. Lesquels ? 2, mais beaucoup plus en réalité. L'agriculture, on en parlera encore plus tard, mais je vais venir sur la formation professionnelle. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel est le poids de l'agriculture en Île-de-France ? C'est plus de 5 000 emplois et 20 000 emplois liés à l'agroalimentaire. Donc c'est très important l'agriculture en Île-de-France. Avec un énorme défaut, c'est qu'on exporte. On n'a pas d'autonomie alimentaire, sauf, je crois, sur 1 ou 2 productions. On importe, vous voulez dire ? On exporte ce qu'on produit en Île-de-France. 80% à l'export. D'accord. On n'a pas d'autonomie alimentaire en Île-de-France. C'est un problème. Alors qu'on a une industrie agroalimentaire. Il faut accompagner cette industrie vers sa transition écologique. Et le deuxième ? Alors, moi, je veux parler de la question du plastique. Le plastique, c'est un fléau. 80% du plastique finit dans les décharges et dans la nature, d'accord ? Moi, je veux qu'on lance une industrie écologique qui est celle de la transformation, récupération, traitement, transformation, notamment du plastique. Et je les ai rencontrés, les gens qui travaillent dans ce secteur-là en Île-de-France. Ils ont des besoins en recherche et développement hyper importants. Ils ont besoin de machines pour trier les plastiques. Ils ont besoin que la région les accompagne. Nous, on veut installer, par exemple, dans le 77, un centre de récupération et de réparation de panneaux photovoltaïques.
On n'a pas encore déterminé le lieu précisément. Un centre de récupération et de réparation de panneaux photovoltaïques. Ce serait le premier centre européen. Au lieu de les envoyer à la décharge ou de les renvoyer en Chine, on pourrait les traiter D'où ils viennent ici. d'ailleurs, souvent. Exactement. Sophia Chiquillon. On va lier les jeunes et l'emploi en Ile-de-France. On a un problème quand on regarde les données, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont peu qualifiés ou pas assez qualifiés ou qui ne sont pas qualifiés dans les domaines et les secteurs en Ile-de-France qui ont, disons, des difficultés de recrutement. Lesquels, par exemple? Par exemple, dans l'industrie, il y a des problèmes de recrutement, dans la restauration et dans d'autres secteurs. Voilà. Dans Donc, des métiers peu qualifiés, alors? C'est des métiers peu qualifiés, oui. C'est un problème, enfin des métiers peu qualifiés, mais qui demandent quand même des qualifications. Attendez, on est sur des qualifications où on peut monter à la licence pro, c'est des besoins réels que les industriels et les chefs d'entreprise ont. Donc il faut réussir à faire rencontrer tout ça sur ces métiers notamment. C'est pour ça que nous, on veut travailler à des assises, par exemple, de l'industrie locale. Rencontrer les chefs d'entreprise de l'industrie et dire quels sont vos besoins et comment nous, on va former des jeunes pour cela. Mais ces besoins en formation, on les rencontre dans l'agriculture aussi, où on sait que sur les 6 prochaines années, il faut former 15 000 agriculteurs à l'agriculture bio et paysanne. On sait que sur le sanitaire, qui est un secteur qui n'a pas connu la crise, la santé n'a pas connu la crise ces derniers temps, il ne la connaîtra pas, il faut former 20 000 personnes sur 6 ans au métier d'infirmier et d'aide-soignant. Nous, on propose des formations non seulement avec un 0 € à charge pour les étudiants, mais aussi avec une rémunération. Parce que la grande difficulté, je terminerai là-dessus, c'est comment on fait pour rendre attractives des formations et des parcours de formation. Eh bien, on n'y arrive pas si à côté de ça, on n'est pas capable d'offrir une rémunération correcte à des jeunes. Hier, je rencontrais un jeune qui me dit « je veux faire de la mécanique ». Et je lui dis « mais comment tu vas t'y prendre ?» Il ne sait pas. Les missions locales, nous investirons massivement dans les missions locales et les plis, parce qu'il faut accompagner les jeunes et les orienter et permettre que se fasse cette rencontre-là. Donc, il y a plein de jeunes qui ne cherchent qu'une seule chose, même s'ils ont quitté le système scolaire, c'est à se former et à se préparer et à trouver des emplois ici. Cette rencontre, elle est indispensable et pour le moment, à part proposer des plateformes internet de rencontres, déposer votre offre d'emploi et qui viendra, ça ne marche pas. Il faut de l'humain et remettre des missions locales, récupérer ces jeunes, ne pas les laisser perdus dans la nature. J'allais vous interpeller pour vous dire, mais est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour parler du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration dans notre région et aussi des commerçants, notamment parce que j'ai été interpellée là, par le collectif Sauvons les commerces, c'est 500 000 commerces dans toute la France, et qui m'ont demandé de parler d'eux. Donc je tenais à le faire. Sur l'hôtel-restauration, on sait qu'il n'y aura pas de retour à la situation avant 2 ans. Surtout si on veut restreindre le trafic aéroportuaire. De toute façon, là, pour le moment, rien n'est rétabli. Donc, l'hôtellerie et la restauration vont continuer de souffrir de la crise sanitaire. On estime à peu près 15% la baisse d'activité. C'est énorme. Donc, nous, on veut créer un fonds de résilience, enfin pérenniser le fonds de résilience, justement pour venir en soutien à ces entreprises. Mais il faut aussi penser autrement les choses. Est-ce que l'on veut faire un tourisme de masse en Ile-de-France et avec du bas de gamme, ou est-ce qu'on veut imaginer un écotourisme et commencer à penser à la qualité de notre offre touristique? Est-ce qu'on peut profiter de ce moment-là? Est-ce que la région peut accompagner ces entreprises vers leur transition écologique aussi et les accompagner pour, pourquoi pas, par exemple, mettre en place un label qui permettrait de valoriser celles qui font un effort. Promouvoir l'art de visiter à la francilienne, par exemple. C'est quoi l'art de visiter à la francilienne? Eh bien, c'est peut-être prendre plus de temps. C'est peut-être refuser un certain tourisme de masse. C'est peut-être faire attention à ce qu'on distribue, à la nourriture qu'on offre aux touristes dans les restaurants. C'est tenir compte de l'impact écologique du tourisme. C'est refuser aussi, parce qu'il y a un impact social, c'est refuser aussi, par exemple, que certaines entreprises de l'hôtellerie maltraitent pendant 2 ans des femmes de chambre en grève avant de finalement céder. Donc c'est avoir un hôtel au Batignolles. Voilà, je ne cite pas le nom, mais voilà, c'est prêter attention à ces sujets-là et travailler avec ces entreprises pour aller vers de l'écotourisme. Donc moi, je trouve que c'est important. Et pour parler de Sauvons les commerces, j'aimerais bien qu'on mette fin à l'hypocrisie qui consiste à dire ici autour de cette
parce qu'on représente différents mouvements politiques, mais à dire nous voulons tous sauver les commerces et dans le même temps refuser, comme l'a fait la majorité présidentielle, de mettre un moratoire sur les entrepôts de e-commerce qui font du B2C donc, et qui s'installent en Île-de-France et qui font une concurrence déloyale à nos commerçants pour une raison très simple. Déjà, il y a une injustice fiscale qui est flagrante. Nous, on demandera un moratoire et on demandera, tant qu'il n'y aura pas une justice fiscale entre ces entrepôts de e-commerce qui font du B2C et les commerçants franciliens qui, eux, payent tous les impôts liés à leur commerce. Alors, ce que nous portons avec Clémentine Autain, je crois que c'est une ambition très forte, peut-être la plus forte qui a été présentée ici. Nous l'avons appelée la bifurcation écologique et sociale de l'économie. Et quand on s'adresse à des chefs d'entreprise, c'est important de leur dire que nous voulons travailler avec eux pour planifier et organiser l'économie pour les prochaines années. Cette politique, cette vision, elle implique une rupture nette avec la politique menée jusque-là par Valérie Pécresse, entre autres. Je veux leur dire que nous, on veut rétablir les conditions de la confiance et avec eux, les conditions de la stabilité pour se projeter et s'imaginer, pour pouvoir investir, innover. On veut, comme on l'a dit, maintenir la consommation populaire, éviter qu'elle s'effondre quand on sait ce qui nous attend, la hausse des prix notamment, et avec la réforme de l'allocation chômage, la baisse du pouvoir d'achat pour une bonne partie des franciliens. Donc il faut qu'on maintienne cette consommation populaire par des mesures sociales fortes, notre choc de solidarité. Il faut aussi qu'on investisse, et nous sommes là en tant que puissance publique pour faire des investissements publics, mais aussi pour donner confiance, rassurer et accompagner des investisseurs privés dans l'économie. Je veux leur dire que les freins à la reprise ou la relance économique, ce n'est pas dans le code du travail qu'ils vont les trouver, ni avec l'âge de départ à la retraite. Les freins que l'on a devant nous, ce sont ce climat mondial qui est incertain, cette incertitude globale, c'est cette pénurie de matériaux dans la construction alors que c'est un des secteurs porteurs dans notre région. Il faut y faire face. C'est le prix de l'alimentaire et c'est parce qu'on a conscience de tout cela, nous, qu'on peut travailler avec eux pour planifier et pour l'avenir. Merci Sophia Chikirou.